Imagine une femme qui entre dans une pièce sans chercher à se faire remarquer. Elle ne parle pas fort, elle ne cherche pas les regards, elle ne joue pas un rôle. Et pourtant, quelque chose dans sa présence change l'atmosphère, les gens se retournent, les conversations ralentissent. Les hommes, sans même comprendre pourquoi, ressentent quelque chose qu'ils ne savent pas toujours nommer. Pas forcément du désir au sens superficiel du terme, quelque chose de plus profond, une sorte de gravité. Comme si cette femme était le centre silencieux d'un monde qui tourne autour d'elle. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce phénomène. Pas pour en faire une recette, pas pour transformer ceci en guide de séduction, mais pour comprendre ce qui s'est passé vraiment, psychologiquement, humainement, lorsqu'une femme possède ce que j'appellerais une présence intérieure souveraine. Et ce que cela révèle aussi bien d'elle que des hommes qui réagissent à cette présence. Parce que vous savez, quand on dit qu'une femme met les hommes à genoux, on utilise une expression un peu forte, un peu imagée. Mais derrière cette image, il y a quelque chose de très réel. Il y a une dynamique psychologique fascinante. Il y a des mécanismes d'attraction qui vont bien au-delà de l'apparence physique. Il y a des blessures, des besoins, des désirs profonds qui s'activent. Et comprendre tout cela, c'est se comprendre soi-même un peu mieux. Je m'adresse à vous, que vous soyez une femme qui se demande pourquoi certaines de ses semblables semblent avoir ce pouvoir naturel qu'elle n'arrive pas à saisir, ou que vous soyez un homme qui essaie de comprendre pourquoi certaines femmes l'affectent d'une manière qu'ils ne contrôlent pas, ou encore que vous soyez simplement curieux de la psychologie humaine, des relations, de ce qui nous attire et de ce qui nous retient. Que nous allons explorer ensemble aujourd'hui vous concerne d'une façon ou d'une autre, et je veux être clair dès le départ. Ce n'est pas une question de manipulation. Ce n'est pas une question de technique ou de stratégie pour dominer l'autre, c'est une question d'authenticité profonde, de connaissance de soi, d'enracinement intérieur. Les femmes qui ont ce pouvoir dont on parle, elles ne l'ont pas parce qu'elles ont appris des tours, elles l'ont parce qu'elles ont fait un chemin, parce qu'elles se connaissent, parce qu'elles se respectent, parce qu'elles ont traversé quelque chose et qu'elles en sont sorties différentes. Alors commençons par la question fondamentale. Qu'est-ce qui, dans une femme, provoque cette réaction si particulière chez les hommes? Quand on parle d'attraction, on pense souvent en premier lieu à la beauté physique. C'est normal. C'est visible, c'est immédiat, c'est ce que notre cerveau traite en premier. Mais si vous observez attentivement les femmes qui ont vraiment ce pouvoir durable sur les hommes, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Ce ne sont pas toujours les plus belles au sens conventionnel du terme. Ce ne sont pas toujours celles qui correspondent le mieux aux standards de leur époque. Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui dépasse le physique et qui touche à une dimension beaucoup plus profonde de l'être humain. En psychologie, on parle souvent de ce qu'on appelle la présence. Pas la présence au sens d'être là physiquement, mais la présence au sens d'être là pleinement, avec tout ce qu'on est. Cette capacité à occuper l'espace non pas par le bruit ou l'agitation, mais par une sorte de densité intérieure, comme si cette personne était réellement habitée par elle-même. Pensez à quelqu'un que vous avez connu dans votre vie, homme ou femme, qui avait cette qualité. Vous vous souvenez peut-être d'un professeur, d'un proche, d'un ami, de quelqu'un que vous avez croisé une seule fois et dont vous vous souvenez encore des années plus tard. Ce n'était probablement pas parce qu'ils étaient extraordinairement beaux ou extraordinairement riches, c'était parce qu'ils étaient là, vraiment là. Parce que quand ils vous regardaient, vous aviez l'impression d'être vu. Parce que quand ils parlaient, leurs mots avaient du poids. C'est cette qualité qui est au cœur de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et cette qualité, elle a un nom en psychologie. On l'appelle parfois l'estime de soi sécure. Parfois on parle d'attachement sécure. Parfois on parle de solidité identitaire. Mais tous ces mots pointent vers la même réalité. Une femme qui sait qui elle est. Une femme qui n'a pas besoin de la validation des autres pour se sentir entière. Une femme qui peut recevoir l'amour sans en avoir désespérément besoin. Une femme qui peut se passer de vous, et c'est précisément pour ça que vous ne voulez pas qu'elle se passe de vous. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et c'est là que la psychologie devient vraiment intéressante. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Dans ma pratique clinique, au fil des années, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui venaient me parler de relations amoureuses difficiles. Et très souvent, il y avait un schéma récurrent. Ces hommes étaient tombés profondément amoureux de femmes qui, au fond, n'avaient pas besoin d'eux. Pas au sens froid ou indifférent du terme, mais au sens où ces femmes avaient une vie intérieure riche, des projets, des valeurs, une identité solide. Elles aimaient ces hommes, mais elles ne dépendaient pas d'eux pour exister. Et ces hommes, souvent sans le comprendre consciemment, étaient fascinés par cela, troublés par cela, presque déstabilisés par cela. Pourquoi ? Parce que quelque part, dans notre psychologie profonde, nous sommes attirés par ce qui nous semble rare et précieux.
Et une personne qui n'a pas besoin de nous, une personne qui nous choisit librement plutôt que de nous subir par nécessité, cette personne-là nous semble infiniment plus précieuse que quelqu'un qui s'accroche à nous. Peur de la solitude. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue un jour et qui ne m'a jamais quitté. Elle dit à peu près ceci: on ne désire pas ce qu'on possède déjà, on désire ce qui pourrait nous échapper. Et la femme dont nous parlons aujourd'hui, celle qui met les hommes à genoux, elle est précisément celle qui pourrait toujours vous échapper. Non pas parce qu'elle joue un jeu, non pas parce qu'elle est froide ou distante, mais parce qu'elle est libre, vraiment libre. Explorons maintenant ce que cela signifie concrètement. Qu'est-ce que cette liberté intérieure? D'où vient-elle? Et comment se manifeste-t-elle dans le comportement quotidien d'une femme? La liberté intérieure, au sens psychologique, c'est d'abord la capacité à ne pas laisser le regard des autres définir qui vous êtes. C'est quelque chose qui semble simple dit comme ça, mais qui est en réalité l'un des défis les plus profonds de l'existence humaine. Parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin du regard des autres. Nous avons besoin d'être reconnus, aimés, acceptés. C'est une nécessité psychologique fondamentale, pas une faiblesse. Mais il y a une différence cruciale entre avoir besoin du regard des autres et être esclave de ce regard, être apprécier la validation et en dépendre pour survivre émotionnellement. Et c'est cette différence qui sépare la femme souveraine dont nous parlons de la femme qui cherche constamment à plaire, à se faire accepter, à correspondre à ce qu'on attend d'elle. La femme qui met les hommes à genoux, elle a généralement traversé un processus souvent douloureux de libération de son regard extérieur. Elle a peut-être vécu une relation toxique qui l'a forcée à se reconstruire. Elle a peut-être traversé une période de grande solitude qui l'a obligée à apprendre à être avec elle-même. Elle a peut-être fait un travail thérapeutique ou spirituel ou simplement un travail de vie qui l'a amené à se connaître profondément. Et ce travail, il se voit pas comme un badge qu'on porte, pas comme une attitude qu'on affiche. Il se voit dans la façon dont elle coûte, dans la façon dont elle réagit quand quelqu'un essaie de la blesser ou de la déstabiliser. Il se voit dans sa capacité à dire non sans s'excuser. Il se voit dans sa capacité à dire oui sans perdre elle-même dans le processus. Je voudrais m'arrêter un moment sur cette question du non. Parce que c'est l'un des éléments les plus puissants de la psychologie de la femme souveraine et c'est aussi l'un de ceux qui est le plus mal compris. Dans notre culture, les femmes sont souvent élevées avec l'idée que dire non, c'est être égoïste, que refuser quelque chose à quelqu'un, c'est le blesser, c'est ne pas être aimante, c'est ne pas être une bonne personne. Cette idée profondément ancrée, souvent transmise dès l'enfance, et elle crée ce que les psychologues appellent parfois le syndrome de la bonne fille. Cette tendance à dire oui quand on pense non, à se plier aux attentes des autres au détriment de ses propres besoins. Et voilà ce qui est fascinant. La femme qui a appris à dire non, vraiment non, sans culpabilité excessive, sans avoir besoin de se justifier longuement, sans chercher à obtenir la permission de l'autre, cette femme-là exerce une attraction extraordinaire. Parce que son non a du poids, et si son non a du poids, son oui en a infiniment plus. Quand une femme dit oui à quelqu'un, quand elle dit je veux être avec toi, quand elle dit tu m'intéresses, quand elle dit j'ai envie de te connaître, et qu'on sait qu'elle aurait pu dire non, qu'elle dit non, régulièrement qu'elle n'est pas là à distribuer son temps et son énergie à n'importe qui, cet oui devient un cadeau extraordinaire. Un cadeau qui a une valeur réelle parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Si ce que nous explorons ensemble vous touche, si vous sentez que ces réflexions résonnent avec quelque chose en vous, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner et à laisser un like. Cela m'aide à continuer à créer ce type de contenu et cela me permet de savoir que ce chemin qu'on fait ensemble a du sens pour vous. Revenons à notre exploration. Nous parlions de la valeur du non. Mais il y a un autre élément fondamental dans la psychologie de la femme dont nous parlons et cet élément, c'est ce que j'appellerais la présence à soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Être présent à soi-même. Cela veut dire connaître ses émotions, les reconnaître, ne pas les fuir. Cela veut dire savoir ce qu'on veut, même quand c'est difficile à admettre. Cela veut dire avoir une relation honnête avec sa propre intériorité. Ne pas se raconter des histoires pour éviter d'affronter une vérité inconfortable. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste de façon très concrète. Une femme qui est présente à elle-même ne va pas rester dans une relation qui lui fait du mal simplement parce qu'elle a peur de la solitude.
Elle va reconnaître la douleur, l'accueillir et faire les choix qui correspondent à ses valeurs profondes. Même quand ces choix sont difficiles, elle ne va pas prétendre que tout va bien quand tout ne va pas bien. Elle ne va pas sourire quand elle a envie de pleurer, pas parce qu'elle est dramatique, mais parce qu'elle est authentique. Et cette authenticité, cette cohérence entre ce qu'elle ressent à l'intérieur et ce qu'elle exprime à l'extérieur, c'est quelque chose que les autres perçoivent intuitivement, même sans pouvoir le nommer, même sans le comprendre consciemment. Il y a quelque chose de très intéressant dans la recherche en psychologie sur l'authenticité. Des études ont montré que les personnes perçues comme authentiques sont systématiquement jugées comme plus attractives, plus dignes de confiance, plus intéressantes, indépendamment de leur apparence physique. Parce que notre cerveau est câblé pour détecter la cohérence, nous sommes des détecteurs de vérité très sophistiqués, et quand quelqu'un est vrai et vraiment vrai, nous le sentons. Et cela nous attire irrésistiblement. La femme dont nous parlons ne joue pas un rôle, elle n'essaye pas d'être ce qu'elle pense que vous voulez qu'elle soit. Elle est simplement ce qu'elle est, avec ses forces et ses fragilités, avec ses certitudes et ses doutes, avec sa lumière et ses zones d'ombre. Et c'est précisément cette totalité qui est attractive. Pas une image parfaite et lisse, mais une personne réelle, complexe, vivante. Parlons maintenant d'un concept que je trouve particulièrement éclairant pour comprendre cette dynamique. C'est le concept de l'attachement développé initialement par le psychiatre britannique John Bowlby et enrichi par des décennies de recherche depuis lors. La théorie de l'attachement nous dit que nos premières relations, celles que nous avons avec nos parents ou nos figures de soins dans la petite enfance, créent des modèles internes qui vont influencer toutes nos relations affectives ultérieures. Ces modèles, on les appelle les styles d'attachement. Il y a, en simplifiant, 3 grands styles. L'attachement sécure, où la personne a appris que les autres sont fiables, qu'elle mérite d'être aimée, qu'elle peut s'approcher des autres sans craindre d'être abandonnée ou étouffée. L'attachement anxieux, où la personne a une peur profonde de l'abandon, cherche constamment la réassurance, est hypersensible aux signaux de rejet. Et l'attachement évitant, où la personne a appris à se protéger en maintenant une distance émotionnelle en valorisant l'indépendance au point de se couper de ses propres besoins affectifs. La femme dont nous parlons, celle qui a cette présence souveraine, elle a généralement un attachement sécure. Ou alors, et c'est très fréquent, elle a travaillé sur elle-même pour développer ce qu'on appelle un attachement sécure acquis, c'est-à-dire une sécurité intérieure qui n'était pas là au départ mais qui a été construite. Parfois douloureusement, à travers l'expérience de vie et le travail sur soi. Et voilà pourquoi elle attire si puissamment, parce que les hommes, comme tous les êtres humains, sont attirés par la sécurité. Pas la sécurité au sens ennuyeux du terme, pas la prévisibilité ou la routine. Mais la sécurité au sens d'une présence stable, d'une personne qui ne va pas s'effondrer si vous avez besoin d'espace, qui ne va pas vous envahir si vous vous approchez, qui ne va pas transformer chaque moment d'incertitude en crise existentielle. Cette stabilité émotionnelle est extraordinairement rare, et parce qu'elle est rare, elle est extraordinairement précieuse. Je voudrais vous donner un exemple concret. Imaginons 2 femmes. La première, appelons-la Marie, est quelqu'un qui a une grande peur de l'abandon. Quand un homme qu'elle apprécie met du temps à répondre à ses messages, elle commence à s'inquiéter. Elle entoure un 2e message, puis un 3e. Elle interprète le silence comme un signe de désintérêt. Elle commence à douter d'elle-même. Quand il rappelle enfin, elle aussi, notre soulagement intense et légère colère. Cette montagne russe émotionnelle, elle est épuisante pour elle et pour lui. La 2e femme, appelons-la Claire, a un rapport différent à elle-même. Quand un homme met du temps à répondre, elle continue sa journée. Elle n'interprète pas le silence comme un rejet, parce que son sentiment de valeur personnelle ne dépend pas de la réactivité de cet homme. Elle a sa propre vie, ses propres projets, ses propres joies. Quand il rappelle, elle est contente, mais pas soulagée, parce qu'elle n'était pas en état de détresse, elle est simplement heureuse de lui parler. Laquelle de ces 2 femmes est la plus attractive ? Presque universellement, les hommes répondront Claire, pas parce que Marie est moins bien, pas parce que ses besoins sont illégitimes, mais parce que la stabilité de Claire crée un espace dans lequel l'homme peut respirer, peut s'approcher librement, peut donner sans avoir l'impression que tout ce qu'il donne ne sera jamais suffisant. Et voilà une vérité importante que j'aimerais souligner ici. Ce n'est pas une question de jouer la fille indifférente. Ce n'est pas une stratégie de froideur calculée. Claire n'est pas indifférente à cet homme. Elle l'apprécie vraiment, mais elle ne le laisse pas devenir le centre de gravité de son existence avant même que la relation n'ait eu le temps de se construire. Et cette différence, elle est fondamentale. Continuons notre chemin ensemble. Nous avons parlé de la présence, de l'authenticité, de l'attachement sécure. Parlons maintenant d'un autre élément qui me semble essentiel, c'est la question des limites.
Les limites, en psychologie, ce ne sont pas des murs, ce ne sont pas des barrières qu'on dresse pour tenir les autres à distance. Les limites, ce sont des définitions. Ce sont des réponses à la question « où est-ce que je m'arrête et où est-ce que l'autre commence ?» Qu'est-ce qui est acceptable pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je suis prête à donner et qu'est-ce que je ne suis pas prête à donner? Une femme qui a des limites claires, des limites qu'elle respecte et qu'elle fait respecter sans violence mais avec fermeté, cette femme communique quelque chose de très puissant à son entourage. Elle dit, sans le dire explicitement, « je me connais, je sais ce que je vaux. Je ne suis pas disponible pour n'importe quoi. Et si tu veux être dans ma vie, tu devras me rencontrer là où je suis, pas là où tu voudrais que je sois. » C'est une position qui peut sembler intimidante. Et en effet, certains hommes, ceux qui cherchent quelqu'un à contrôler, ceux qui ont besoin de se sentir supérieurs, ceux qui sont eux-mêmes dans un état de grande insécurité intérieure, ces hommes-là seront effectivement intimidés ou repoussés. Et c'est exactement ce qui doit se passer, parce qu'une femme avec des limites saines filtre naturellement les personnes qui ne lui conviennent pas. Elle attire ceux qui sont capables de la respecter et elle repousse ceux qui ne le sont pas. Mais les hommes qui sont eux-mêmes dans un état de relative maturité émotionnelle, les hommes qui ont fait leur propre chemin, qui connaissent leurs propres valeurs, qui ne cherchent pas à dominer mais à connecter, ces hommes-là, ils ne sont pas repoussés par les limites d'une femme. Ils en sont fascinés parce que ces limites leur disent que cette femme est réelle, qu'elle n'est pas un miroir qui reflète leurs désirs. Qu'elle est une personne à part entière, avec sa propre intériorité, ses propres exigences, sa propre dignité. Si ce contenu vous touche, si vous sentez que ces réflexions vous aident à mieux vous comprendre ou à mieux comprendre les personnes qui vous entourent, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour continuer ce chemin ensemble. Votre présence ici m'est précieuse. Parlons maintenant de quelque chose qui est peut-être moins évident, mais qui est, je crois, l'un des aspects les plus profonds de ce que nous explorons aujourd'hui. C'est la question de la vulnérabilité. Quand on parle d'une femme forte, d'une femme souveraine, d'une femme qui a ce pouvoir d'attraction dont nous parlons, on pourrait imaginer quelqu'un d'imperméable, quelqu'un qui ne se laisse pas toucher, quelqu'un qui a construit une armure si solide que rien ne peut l'atteindre, mais ce serait une erreur de compréhension profonde. La vraie force, la force psychologique authentique, ce n'est pas l'imperméabilité, ce n'est pas l'absence de vulnérabilité, c'est au contraire la capacité à être vulnérable de façon choisie, consciente, appropriée. C'est la capacité à s'ouvrir quand on le décidait, à laisser entrer quelqu'un dans son intimité, quand on a décidé que cette personne en était digne, et à refermer cette porte quand elle ne l'est pas. La chercheuse américaine Brené Brown a consacré des années à étudier la vulnérabilité, et ses conclusions sont remarquables. Elle a montré que les personnes qui ont le plus de connexions profondes et satisfaisantes dans leur vie ne sont pas celles qui se protègent le plus. Ce sont celles qui ont le courage d'être vues telles qu'elles sont, avec leurs peurs, leurs doutes, leurs imperfections. Ce sont celles qui peuvent dire « je ne sais pas où j'ai peur, où j'ai besoin de toi », sans que ces aveux ne les détruisent. La femme dont nous parlons, elle n'a pas peur de sa propre vulnérabilité. Elle ne la cachait pas derrière une façade de dureté, elle ne la nouait pas dans une performance de force permanente. Elle peut pleurer, elle peut admettre qu'elle a été blessée, elle peut dire que quelque chose lui a fait peur. Et parce qu'elle peut faire tout cela, parce qu'elle n'a pas besoin de se protéger derrière une image, elle est profondément touchante, profondément humaine. Et c'est cette humanité-là qui touche les cœurs les plus profondément. Il y a une différence que je voudrais souligner ici parce qu'elle est importante. Il y a une différence entre la vulnérabilité authentique et ce qu'on pourrait appeler la détresse performative. La vulnérabilité authentique, c'est quand on partage quelque chose de vrai sur soi, quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui nous expose dans un contexte de confiance. La détresse performative, c'est quand on utilise ses émotions comme un outil pour obtenir quelque chose, pour manipuler, pour créer de la culpabilité chez l'autre. La femme souveraine dont nous parlons pratique la première, pas la seconde, et les hommes, même ceux qui ne pourraient pas l'expliquer intellectuellement, sentent cette différence. Ils sentent quand quelqu'un est vrai dans sa douleur, et quand quelqu'un utilise sa douleur comme une arme, et la première les rapproche tandis que la seconde les éloigne. Abordons maintenant un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est, je crois, l'un des plus mal compris dans toute la psychologie des relations. C'est la question du mystère.
On entend souvent dire qu'il faut garder une part de mystère pour rester attractif, et cette idée est à la fois juste et profondément mal comprise. Parce que le mystère dont on parle ici n'est pas le mystère calculé, la rétention d'informations stratégiques, le fait de se rendre délibérément insaisissable pour créer de la frustration chez l'autre. Ce genre de mystère-là, c'est de la manipulation. Et la manipulation, même quand elle fonctionne à court terme, crée des relations toxiques et des souffrances inutiles. Le vrai mystère, le mystère qui attire durablement, c'est autre chose. C'est la profondeur, c'est l'impression qu'il y a toujours plus à découvrir. C'est la sensation qu'on n'a jamais tout à fait cerné cette personne, non pas parce qu'elle se cache, mais parce qu'elle est réellement complexe, réellement riche intérieurement, réellement en mouvement. Une femme qui continue à se développer, à apprendre, à s'interroger, à grandir, cette femme-là est mystérieuse dans le meilleur sens du terme. Parce qu'elle n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était hier et elle ne sera pas demain ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est un être vivant, une évolution constante. Et cette évolution, cette croissance perpétuelle, elle est fascinante à observer. Elle donne envie de rester pour voir ce qu'elle va devenir. Pensez aux personnes qui vous ont le plus fasciné dans votre vie. Je suis presque certain que c'était des personnes qui avaient une vie intérieure riche, des passions, des curiosités, des réflexions sur le monde qui dépassaient le quotidien immédiat. Des personnes qui lissaient, qui créaient, qui s'interrogeaient, qui remettaient en question, qui ne se contentaient pas de la surface des choses. Ces personnes-là n'ont pas besoin de jouer à des jeux de séduction. Elles sont naturellement fascinantes parce qu'elles sont naturellement profondes. Et voilà quelque chose d'important, cette profondeur, cette richesse intérieure, elle n'est pas réservée à quelques élus. Elle est accessible à toutes, mais elle demande un travail. Elle demande de choisir la connaissance plutôt que l'ignorance, la réflexion plutôt que la distraction permanente, la croissance plutôt que le confort de rester là où on est. Elle demande de s'intéresser à soi-même, à sa propre histoire, à ses propres rêves, à ses propres contradictions. Je voudrais maintenant parler de quelque chose qui touche directement à la question posée dans notre titre. Quand on dit qu'une femme met les hommes à genoux, qu'est-ce que cela révèle des hommes eux-mêmes? Parce que vous savez, une réaction aussi forte, aussi viscérale, ne vient jamais de nulle part. Elle révèle toujours quelque chose sur celui qui la ressent. Et comprendre ce que cette attraction révèle des hommes, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur la psychologie masculine, sur les besoins profonds des hommes, sur ce qu'ils cherchent vraiment dans une relation, au-delà de ce qu'ils disent vouloir. Les hommes, comme tous les êtres humains, ont des besoins fondamentaux. Le besoin d'être vu, reconnu, valorisé, le besoin de se sentir capable, compétent, utile, le besoin de connexion profonde, d'intimité réelle. Et aussi ce besoin moins souvent admis, le besoin d'être inspiré. Le besoin d'avoir à côté d'eux quelqu'un qui les pousse à devenir meilleurs, non pas par la pression ou la critique, mais par le simple fait d'être ce qu'ils sont. La femme souveraine dont nous parlons répond à tous ces besoins d'une façon très particulière. Elle voit les hommes vraiment avec leur complexité, leur force et leur faiblesse. Elle ne les idéalise pas, mais elle ne les méprise pas non plus. Elle les regarde avec une lucidité bienveillante qui est à la fois rassurante et stimulante. Elle leur donne l'espace d'être eux-mêmes sans avoir à performer, sans avoir à prétendre être parfait. Et en même temps, par sa propre excellence, par son propre engagement dans la vie, elle les inspire à être davantage. Pas parce qu'elle les juge insuffisants. Parce qu'être près d'elle, c'est être près de quelqu'un qui prend la vie au sérieux, qui se prend elle-même au sérieux et qui invite naturellement les autres à faire de même. Il y a aussi quelque chose de très profond qui se passe au niveau de ce que les psychanalystes appellent parfois les complexes archaïques. La figure de la femme puissante, de la femme souveraine, elle réveille dans la psychologie masculine des résonances très anciennes. La figure de la mère aimante, mais pas étouffante, la figure de la femme guide, la figure de celle qui a accès à une sagesse que l'homme cherche mais ne trouve pas toujours en lui-même. Je ne veux pas m'aventurer trop loin dans des territoires psychanalytiques complexes, mais je veux souligner ceci. Quand un homme est profondément attiré par une femme de ce type, il ne réagit pas seulement à sa personnalité individuelle. Il réagit aussi à quelque chose d'universel, un archétype qui résonne dans les profondeurs de sa psychologie. Et c'est pourquoi cette attraction peut avoir une intensité qui surprend parfois l'homme lui-même, qui le dépasse, qui lui semble disproportionnée par rapport aux circonstances. Si vous avez apprécié ce voyage psychologique jusqu'ici, je vous encourage vraiment à laisser un like et à vous abonner. Cela me permet de savoir que ce type de contenu vous est utile et cela m'encourage à continuer à explorer ces sujets avec vous.
Parlons maintenant de quelque chose qui me semble crucial et qui est souvent la pièce manquante dans toutes les discussions sur l'attraction et la séduction. C'est la question de la joie. La joie, pas le bonheur permanent, pas l'optimisme de façade, pas le sourire collier sur le visage quoi qu'il arrive. Mais la joie profonde, cette capacité à trouver de la beauté dans les petites choses, à s'émerveiller, à rire, vraiment à être touché par la vie. Cette joie-là est extraordinairement contagieuse. Et une femme qui la porte en elle, qui l'exprime naturellement, qui peut s'enthousiasmer pour une idée, pour un livre, pour un coucher de soleil, pour une conversation, cette femme-là irradie quelque chose qui attire les chiens comme un feu dans la nuit. Pensez-y, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est vraiment dans la joie, pas dans la performance de la joie, mais dans la joie authentique, comment vous sentez-vous? Vous vous sentez bien? Vous vous sentez vivant, vous voulez rester près de cette personne parce qu'elle vous rappelle que la vie peut être belle, que les moments simples peuvent avoir une saveur extraordinaire. La femme dont nous parlons n'attend pas que la vie lui apporte la joie. Elle la crée, elle la cultive. Elle a développé ce que les psychologues positifs appellent la gratitude, cette capacité à voir ce qui est là plutôt que de ne voir que ce qui manque. Elle a développé la capacité à être présente, vraiment présente dans l'instant, sans être constamment dans la rumination du passé ou l'anxiété du futur. Et cette présence dans l'instant, cette capacité à être pleinement là, dans ce moment, dans cette conversation, dans cet échange, elle est l'une des expériences les plus rares et les plus précieuses que l'on puisse offrir à quelqu'un. Parce que dans notre monde de distraction permanente, d'écran, de notifications, de multitâches incessants, être vraiment là pour quelqu'un est devenu un cadeau extraordinaire. Quand une femme vous regarde vraiment, quand elle vous écoute vraiment, quand elle est là avec vous sans être à moitié ailleurs, dans sa tête, vous le sentez et vous voulez que cela continue. Vous voulez mériter cette présence, vous voulez être à la hauteur de cette attention. Explorons maintenant quelque chose qui est peut-être un peu plus délicat à aborder, mais qui est important pour avoir une vision complète et honnête de ce que nous étudions. C'est la question de ce que j'appellerais l'ombre de la souveraineté. Parce que tout ce que nous avons décrit jusqu'ici, la force intérieure, les limites claires, l'authenticité, la joie, tout cela est réel et admirable. Mais il y a aussi des pièges, il y a des façons dont ces qualités peuvent se pervertir, se durcir, se transformer en quelque chose de moins sain. Une femme qui a été blessée, qui a travaillé dur pour se reconstruire, qui a développé une carapace solide pour se protéger, peut parfois confondre la force avec la fermeture. Elle peut croire qu'avoir des limites signifie ne jamais se laisser toucher. Elle peut croire que l'indépendance signifie ne jamais avoir besoin de personne. Elle peut croire que la souveraineté signifie être au-dessus de la relation, au-dessus de l'autre, inaccessible. Et cette confusion, elle est compréhensible. Elle vient souvent de blessures profondes. Mais elle crée une solitude que la femme elle-même ne reconnaît pas toujours, parce qu'elle est entourée d'admiration, parce que les gens sont attirés par elle, parce qu'elle n'est jamais à court de compagnie. Mais quelque part, dans les moments de silence, elle peut sentir une distance qu'elle a elle-même installée et qui l'empêche d'être vraiment vue, vraiment connue, vraiment aimée. La vraie souveraineté, la souveraineté saine, elle inclut la capacité à recevoir, pas seulement à donner, pas seulement à être forte, pas seulement à être admirée, mais à recevoir l'amour, la tendresse, le soin de l'autre, à laisser quelqu'un être là pour vous, à accepter d'être tenu parfois, à dire j'ai besoin de toi, non pas dans la détresse, mais dans la confiance. C'est peut-être le plus grand paradoxe de tout ce que nous explorons aujourd'hui. La femme la plus souveraine, la plus libre, la plus forte, c'est aussi celle qui peut se permettre d'être la plus douce. Parce qu'elle n'a pas peur que cette douceur soit interprétée comme une faiblesse. Parce qu'elle sait que sa valeur ne dépend pas de sa dureté. Parce qu'elle peut être tendre et forte en même temps, vulnérable et solide en même temps, douce et déterminée en même temps. Ces contradictions apparentes ne la déchirent pas, elles la définissent. Elles font d'elle une personne complète, complexe, réelle. Je voudrais maintenant prendre un moment pour parler directement aux femmes qui m'écoutent. Si vous vous reconnaissez dans certains aspects de ce portrait, si vous sentez que vous avez cette souveraineté intérieure, je veux vous dire quelque chose d'important. Votre force n'est pas un problème. Votre clarté n'est pas un problème. Vos limites ne sont pas un problème. Vous n'avez pas à vous diminuer pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'avez pas à prétendre être moins que ce que vous êtes pour ne pas intimider. Les personnes qui sont intimidées par votre force ne sont simplement pas encore là où vous êtes. Et c'est bien. Tout le monde est en chemin, mais vous n'avez pas à reculer pour les atteindre. Vous pouvez continuer à avancer et laisser les bonnes personnes vous rejoindre sur votre chemin. Et si vous vous reconnaissez plutôt dans la femme qui cherche encore ce chemin, qui se demande comment développer cette présence, cette solidité, cette joie profonde dont nous avons parlé, je veux vous dire ceci.
Ce chemin est accessible, il n'est pas réservé à quelques élus, il n'est pas conditionné par votre passé, par vos blessures, par vos erreurs. Il est là devant vous, et chaque pas que vous faites dans la direction de la connaissance de vous-même, de l'honnêteté avec vous-même, du respect de vous-même, vous rapproche de cette femme que vous sentez pouvoir être. Et maintenant, je voudrais parler aux hommes qui m'écoutent, parce que si vous avez ressenti cette attraction dont nous parlons, si vous avez l'expérience d'être profondément touché par une femme de ce type, je veux vous inviter à vous poser une question. Qu'est-ce que cela révèle de vous? Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, nos attractions ne sont jamais neutres, elles nous parlent toujours de nous. Elles nous disent ce que nous cherchons, ce dont nous avons besoin, ce que nous admirons, ce que nous voudrions peut-être développer en nous-mêmes. Si vous êtes attiré par une femme qui est libre, peut-être que vous aspirez vous-même à une plus grande liberté intérieure. Si vous êtes attiré par une femme qui se connaît, peut-être que vous aspirez à mieux vous connaître vous-même. Si vous êtes attiré par une femme qui a des limites claires, peut-être que vous avez du mal à poser les vôtres et que vous admirez chez elle quelque chose que vous voudriez développer. L'attraction, au fond, est souvent une forme de miroir. Elle nous montre ce que nous cherchons, ce que nous manquons, ce vers quoi nous tendons. Et prendre le temps de regarder dans ce miroir, c'est une occasion extraordinaire de croissance personnelle. Si ce contenu vous accompagne dans cette réflexion, si vous sentez qu'il vous aide à mieux vous comprendre, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre soutien me permet de continuer ce travail. Continuons, nous avons parlé de beaucoup de choses. De la présence, de l'authenticité, de l'attachement sécure, des limites et de la vulnérabilité, de la joie, des ombres de la souveraineté. Mais je voudrais aborder un dernier thème avant de conclure, un thème qui me semble être le fil conducteur de tout ce que nous avons exploré. C'est la question du rapport au temps. Une femme souveraine a un rapport particulier au temps. Elle n'est pas dans la précipitation, elle n'est pas dans l'urgence, elle ne cherche pas à accélérer les choses, à forcer les connexions, à brûler les étapes. Elle comprend d'une façon intuitive ou apprise que les choses profondes prennent du temps, que les relations qui valent quelque chose se construisent lentement, avec soin, avec attention. Cette patience, cette capacité à ne pas être dans l'urgence, elle est extrêmement rare dans notre époque. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où tout doit être immédiat, où la gratification différée est devenue presque insupportable pour beaucoup de personnes. Et dans ce contexte, quelqu'un qui peut atteindre, qui peut laisser les choses se développer naturellement, qui n'est pas dans la panique de trouver, de s'attacher, de sécuriser, cette personne-là dégage une sérénité qui est presque révolutionnaire. La femme dont nous parlons ne court pas après les relations. Elle les accueille quand elles viennent, elle les laisse partir quand elles partent et elle fait confiance au processus. Non pas parce qu'elle est détachée ou indifférente, mais parce qu'elle a une confiance fondamentale dans la vie. Une confiance qui dit que ce qui lui appartient viendra à elle et que ce qui n'est pas pour elle ne vaut pas la peine d'être forcé. Cette confiance dans la vie, elle est peut-être la chose la plus difficile à développer. Parce qu'elle demande d'avoir traversé des pertes, des déceptions, des moments où la vie ne s'est pas déroulée comme on le souhaitait, et d'en être sorti non pas amer ou fermé, mais ouvert à ce qui vient. Confiant que quelque chose de bon est possible, c'est un travail de toute une vie. Et c'est peut-être pour cela que les femmes qui ont cette qualité ont souvent quelque chose dans le regard qui trahit une certaine profondeur d'expérience. Elles ont vécu, elles ont souffert et elles ont choisi de continuer à croire à la vie malgré tout. Il y a une beauté particulière dans cette femme qui a été brisée et qui s'est reconstruite. Pas reconstituée exactement comme avant, mais reconstruite différemment avec les fissures visibles, comme dans l'art japonais du kintsugi, où l'on répare la porcelaine brisée avec de l'or. Les cicatrices deviennent des ornements, les blessures deviennent des sources de lumière, et c'est précisément parce qu'elle a été brisée et qu'elle s'est relevée qu'elle est aussi forte, aussi belle, aussi lumineuse. Je voudrais maintenant prendre quelques minutes pour récapituler le chemin que nous avons fait ensemble aujourd'hui, parce que nous avons exploré beaucoup de territoires et je veux m'assurer que les idées essentielles restent avec vous. Nous avons commencé par constater que l'attraction la plus puissante et la plus durable va bien au-delà du physique. Elle est liée à une qualité de présence, à une densité intérieure, à ce que j'ai appelé la souveraineté intérieure. Nous avons vu que cette souveraineté se manifeste d'abord dans la liberté par rapport au regard des autres. Pas l'indifférence, mais la liberté, la capacité à apprécier la validation sans en dépendre pour exister. Nous avons parlé de la valeur du non, de cette capacité à refuser ce qui ne correspond pas à ses valeurs et de la façon dont ce non donne une valeur infinie au oui. Nous avons exploré la présence à soi-même, cette honnêteté intérieure, cette cohérence entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime qui est perçu intuitivement par les autres comme de l'authenticité.
Nous avons parlé de l'attachement sécure, de cette stabilité émotionnelle qui crée un espace dans lequel les autres peuvent respirer, s'approcher librement, donner sans craindre que ce ne soit jamais suffisant. Nous avons abordé les limites non pas comme des murs, mais comme des définitions de soi, des expressions de la connaissance de sa propre valeur. Nous avons parlé de la vulnérabilité authentique, de cette capacité à s'ouvrir de façon choisie et consciente qui crée des connexions profondes et durables. Nous avons exploré le mystère de la profondeur, cette richesse intérieure qui donne l'impression qu'il y a toujours plus à découvrir, non pas parce qu'on se cache, mais parce qu'on continue à grandir. Nous avons parlé de la joie, de cette capacité à trouver de la beauté dans les petites choses, à être vraiment présent dans l'instant, à offrir à l'autre l'expérience rare d'être vraiment vu. Nous avons regardé honnêtement les ombres, les façons dont la force peut s'épervertir en fermeture, et nous avons rappelé que la vraie souveraineté inclut la capacité à recevoir autant qu'à donner. Et nous avons terminé avec le rapport au temps, cette patience profonde, cette confiance dans la vie, cette capacité à ne pas être dans l'urgence qui est peut-être l'une des qualités les plus rares et les plus précieuses de notre époque. Tout cela forme un portrait, pas un portrait idéal, pas un portrait inaccessible, mais le portrait d'une femme qui a fait un chemin de connaissance de soi, de travail intérieur, de courage. Un chemin qui est ouvert à toutes. Et je veux terminer avec ceci. Tout ce que nous avons décrit aujourd'hui, cette souveraineté, cette force, cette joie, cette profondeur, tout cela n'est pas une destination. C'est un processus. Quelque chose qu'on construit jour après jour, choix après choix, en choisissant l'honnêteté plutôt que le confort, en choisissant la croissance plutôt que la stagnation, en choisissant de se connaître plutôt que de se fuir. Et chaque femme qui fait ce chemin, chaque femme qui choisit de se connaître, de se respecter, de se développer, contribue à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle montre ce qui est possible. Elle inspire les autres femmes autour d'elle. Elle élève le niveau de ce qu'on attend des relations. Elle rappelle aux hommes ce que peut être une vraie rencontre entre deux personnes complètes. Et aux hommes qui m'écoutent, je veux dire ceci. Si vous avez été touché par une femme de ce type, si vous avez ressenti cette attraction profonde dont nous avons parlé, prenez-la comme une invitation. Une invitation à faire vous-même votre propre chemin de connaissance de soi. Parce que les meilleures rencontres, les rencontres qui transforment, qui élèvent, qui durent, elles se font entre deux personnes qui ont chacune fait leur propre travail. Entre deux personnes qui se choisissent librement, non pas par peur ou par besoin, mais par désir véritable et par respect mutuel. La vie est courte et les vraies rencontres, les vraies connexions, les vrais amours, elles méritent qu'on s'y prépare. Elles méritent qu'on devienne la meilleure version de soi-même. Non pas pour plaire, non pas pour séduire, mais parce que c'est la façon la plus belle et la plus juste de traverser cette vie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pris ce temps pour vous, pour réfléchir, pour vous interroger, pour grandir. Ce chemin qu'on fait ensemble, il a une valeur immense pour moi et j'espère qu'il en a une pour vous aussi. Si ce contenu vous a accompagné, si vous avez senti qu'il vous a donné quelque chose, je vous invite sincèrement à vous abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un ami, une amie, quelqu'un qui traverse une période difficile dans ses relations, quelqu'un qui cherche à mieux se comprendre. Votre partage est la façon la plus belle de prolonger ce que nous avons construit ensemble aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.